Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, la ministre mobilise les artistes pour célébrer la diversité culturelle de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, un appel fort pour une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Direction la Chine, où dans la poursuite de sa visite officielle en Chine, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, s'est entretenu plutôt avec son homologue, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, M. Zhao Leji, au Grand Hall du Grand Palais du Peuple, qui est le siège officiel du Parlement national chinois. Il était accompagné du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine avec son chef, l'honorable Suleiman Daher Bile, et ses membres, les honorables Mme Oubah Abdillahi Elmi, M. Ali Zeid Ahmed, du secrétaire général Ismaël Goulel, M. Abdidon Ahmed Waberi, du protocole, du chargé d'affaires, M. Omar Idriss Farah, et du deuxième conseiller de l'ambassade, Sheldon Giri Ege. Cet entretien fut le point culminant de la visite de M. Dileta, Mohamed Dileta, car après avoir passé en revue la coopération bilatérale, en général en commençant par les projets réalisés, ceux en cours, ainsi que les domaines précis sur lesquels les deux pays ont convenu pour travailler ensemble dans le proche avenir. Il a pu lancer conjointement avec le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine une coopération et un partenariat nouveau des pouvoirs législatifs entre notre Assemblée nationale et le Parlement de la Chine. L'entretien, en plus du président de la PN, a vu la participation des plus hauts responsables du directoire du pouvoir législatif. Après les mots de bienvenue de M. Zhao Leji, qui a poursuivi en résumant que les relations des deux pays est caractérisées par celles d'anciens alliés ayant traversé ensemble des difficultés et se faisant aujourd'hui entièrement confiance. Ainsi, il a, en sa qualité de speaker de la PN de Chine, réitéré que la Chine poursuivait son appui des partenariats stratégiques avec Djibouti. Nous envisageons, a-t-il dit, l'avenir avec une vision amicale de long terme. Nous soutiendrons non seulement le développement économique du pays, mais également sa stabilité et partant l'indépendance de sa souveraineté, en rappelant le soutien de Djibouti à l'unité de la Chine, pas seulement pour Taïwan, mais aussi pour Hong Kong et les questions des droits de l'homme. M. Zhao Leji a informé à M. Dileta que la Chine a accepté de restructurer la dette de Djibouti pour les financements, à savoir l'adduction d'eau de l'Éthiopie vers Djibouti, le chemin de fer Djibouti-Éthiopie, de plus une reprise des prêts de 41 millions de dollars à la zone de franche. Par ailleurs, la requête de prêt du port polyvalent de Doralé est en cours d'étude, a-t-il déclaré. De la même façon, il a exprimé la volonté de son pays d'accompagner Djibouti pour sa transformation en hub logistique régional. Avec cette annonce, M. Zhao Leji a également confirmé son accord pour institutionnaliser un partenariat entre les deux parlements par l'échange d'expériences, d'expertise et aussi par un soutien logistique pour moderniser le Parlement djiboutien, fourniture d'équipements, des conférences et autres matériels. Après les entretiens, la délégation a été invitée à prendre part à un banquet de bienvenue organisé par l'APN au Grand Palais du Peuple. Une présentation sur les modèles de fonctionnement de la démocratie populaire chinoise selon les découpages administratifs, comtés, régions, provinces a été faite à la délégation dans le district de Chaoyang de Pékin. Retour à Djibouti où une réunion de la commission des lois de l'administration générale et des droits humains s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale. La commission a examiné la question de la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la politique nationale du genre 2023-2030. La première vice-présidente du Parlement, Mme Safia Elmi Djibril, a ouvert la séance en rappelant l'engagement du pays en faveur de l'égalité entre les sexes et de la protection des femmes conformément à la Constitution et à la politique nationale du genre. Elle a souligné l'importance d'intégrer les parlementaires dans le processus de mise en œuvre de la politique nationale du genre afin de garantir la protection et la dignité des femmes comme un droit humain fondamental. Écoutons-la. C'est le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, est une illustration éloquente
de la détermination du pouvoir public en faveur de la femme et de la famille. Je voudrais également souligner parmi les grandes orientations stratégiques de la politique nationale du genre 2023-2030, récemment adoptée par Djibouti, figure celle d'atteindre la tolérance zéro vis-à-vis des violences faites aux femmes. C'est dire l'importance cruciale de promouvoir la protection et la dignité des femmes comme un droit humain fondamental dans la concrétisation, conditionner au mieux et améliorer le déploiement des autres composantes prioritaires. Pour nous, c'est une journée très importante car nous aurons l'occasion et l'opportunité de pouvoir discuter la question du CEDEF et je pense que tous les parlementaires présents ici seront disposés à vous écouter et à échanger avec vous, y compris moi. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi cette cérémonie de réception en l'honneur des nouveaux magistrats de la promotion feu Abdelrahman Cheikh Mohamed, promotion du Cour des comptes, qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Ce groupe est à la deuxième promotion d'auditeur de justice de l'École nationale d'études judiciaires, connue sous le nom de promotion Abdelrahman Cheikh Mohamed. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Badoun, du procureur général de la République, Jamal Suleiman, de la présidente du Cour des comptes, Mme Ismaël Mohamed, de la procureure générale près de la Cour des comptes, Mme Madiba Ismaël Aouled, ainsi que des personnalités juridiques et des membres de la famille des nouveaux magistrats. La solennité de l'occasion était palpable à mesure que chaque magistrat prêtait serment, s'engageait à défendre la justice et l'état de droit à Djibouti, alors que ces magistrats entament leur parcours judiciaire. Leur intégration établit un précédent pour l'avenir de la pratique juridique à Djibouti, reflétant un effort concerté pour renforcer le pouvoir judiciaire avec une nouvelle vague de professionnels qualifiés et dévoués. Le directeur général de l'École nationale d'études judiciaires, Dr Makhtar Ibrahim, a souligné que les nouveaux magistrats doivent fournir des efforts pour bien servir leurs nouvelles fonctions. Je pense que pour les nouveaux magistrats qui ont à peu près eu 18 mois de formation, le premier principe, effectivement, sera le principe de responsabilité. Vous avez l'acte de juger, donc vous avez acquis les compétences, vous avez acquis les savoir-faire, vous avez acquis le savoir-être. Donc maintenant, dans votre exercice, comme l'avait rappelé le ministre, comme nous sommes un petit pays, c'est de garder cette distanciation envers votre environnement pour que vous puissiez juger en votre âme et conscience. Donc je vous félicite encore. Également pour les nouveaux magistrats de la Cour des comptes qui ont également des jugements à rendre compte. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route et que vous puissiez en votre âme et conscience exercer votre nouvelle fonction. Eh bien, dans leurs discours respectifs, la présidente des cours des comptes et le procureur de la République ont déclaré plutôt que ces magistrats entament leur parcours judiciaire. Leur intégration établit un précédent pour l'avenir de la pratique juridique à Djibouti, reflétant un effort de concerté pour renforcer le pouvoir judiciaire avec une nouvelle vague de professionnels qualifiés et dévoués. Mesdames et messieurs, la Cour des comptes accueille aux côtés de cette promotion dite promotion formée à l'École nationale des études judiciaires, particulièrement outillée pour le métier de magistrat judiciaire. La Cour accueille également 17 nouveaux magistrats qui sont spécialisés dans le métier de la Cour des comptes. Cet acte de nomination est un témoignage fort de l'importance que l'État accorde aux missions de la Cour des comptes, à savoir le contrôle des deniers publics, la bonne gouvernance économique et financière. Répondant au credo d'institutions fortes, dotées de l'indépendance nécessaire pour remplir son mandat, la Cour des comptes, qui est une juridiction spécialisée, est à juste titre située à équidistance entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, rendant ses décisions au nom du peuple. Juge de compte, conformément à la Constitution, la Cour des comptes a, au fil du temps, vu son mandat s'étendre
son positionnement institutionnel se confirmer, ses moyens humains s'élargir. Le renforcement de nos effectifs magistrats aujourd'hui est une assertion de cette volonté exprimée au plus haut niveau de l'État, confirmée par la loi fondamentale. Monsieur le ministre, la Cour des comptes s'emploie à traduire cette volonté commune de la nation en actions concrètes. Mesdames et messieurs, je vais dire quelques mots. D'abord, pour remercier, comme ça a été fait déjà tout à l'heure, le pouvoir public, et à commencer par le chef de l'État, puisque après avoir installé 12 magistrats de l'ordre judiciaire, nous fêtons aujourd'hui l'intégration des 17 magistrats à la Cour des comptes. Je voudrais saluer également la persévérance du ministre de la Justice, et grâce à son action dans un contexte de difficultés budgétaires, que cet effort a été consenti par le gouvernement. Donc, je rends hommage également à Monsieur le ministre de la Justice. Ce qui est important dans la magistrature, ce qui est important dans l'acte de rendre justice, et quel que soit votre niveau, ce qui est au cœur de la mission du juge, c'est toujours de rendre, au terme d'un processus contradictoire, une décision de justice qui soit conforme au droit et qui soit conforme à la loi. Ce qui est important, ce qui a une exigence à la fois de responsabilité, de dignité, et ce qui est important et ce qui fait le cœur du métier de juge, c'est le principe d'égalité devant la loi. Le juge doit respecter et faire respecter le principe d'égalité devant la loi. Qu'il s'agisse d'une personne physique, pour faire respecter le droit d'une personne physique, ou pour faire respecter le droit de l'État ou d'une administration lorsqu'il s'agit de la juridiction financière. Écoutons à présent le ministre de la Justice lors de cette cérémonie de réception en l'honneur des nouveaux magistrats de la promotion Feu Abdelrahman Cheikh Mohamed. Je suis persuadé que vous allez faire preuve d'équité dans vos jugements, d'intégrité dans votre comportement et de conscience dans vos prises de décision, parce que vous décidez en votre âme et conscience. Je sais que le métier de magistrat, la fonction de magistrat, est liée à l'indépendance, dont on parle souvent. Un magistrat est indépendant. Mais l'indépendant de quoi et de qui? Une chose est sûre, il n'est pas indépendant de la loi. Il est dépendant de la loi. Il est indépendant des pressions ou des relations. Les pressions, je m'en occupe, tient à ce que vous vous occupez des relations. Vous êtes là pour juger tout justiciable devant vous de la même manière. Si vous sentez que la personne est proche, vous avez le droit de vous dessaisir. Le droit le permet. Mais une fois que vous avez décidé de prendre en charge une affaire, vous devez rester intègre et impartial. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que les pressions sont nombreuses, mais c'est votre force mentale qui déterminera votre capacité à sortir de ce dilemme. Je vais peut-être conclure mes propos encore une fois en souhaitant un grand succès pour les nouveaux magistrats et en rappelant aux nouveaux anciens que la formation c'est à vie. Donc je vous incite à vous former en continu et je vous remercie. Autre thème cette fois-ci, c'est la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, qui a présidé la réunion de travail avec les représentants des associations culturelles et artistiques dans le cadre des préparatifs des activités du mois national de l'artiste et des langues maternelles. C'est sous l'égide de la ministre et en présence des hauts cadres et équipes techniques du ministère que se sont déroulés les échanges instructifs avec les présidents et secrétaires généraux des groupes d'artistes représentatifs djiboutiens, porte-voix de la culture et des langues maternelles nationales telles que la FARPEN, le Somalipen, l'UDECI, à savoir l'Association des artistes djiboutiens, l'Unité nationale des auteurs djiboutiens et djiboutiennes. Entre autres, la ministre a invité l'ensemble des associations à travailler étroitement avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre de ce mois dédié à la promotion culturelle et artistique, avec au sein de l'agenda des problématiques essentielles comme celui du statut de l'artiste, avec le programme HBERT en partenariat avec l'UNESCO, les voies et moyens de développement de l'industrie culturelle et créative, à la tenue de la 2e édition du Salon du Livre
en avril prochain. Au programme de la réunion aussi, la participation active des associations aux programmes et dispositifs préparatifs de ces mois. Par ailleurs, la ministre et les responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture ont pris note des recommandations émises par les représentants des associations, notamment les divers aspects des difficultés rencontrées à la pratique correcte de leur métier artistique et l'acquittement avec cohérence et efficient des devoirs de transmission du patrimoine culturel immatériel aux jeunes générations. Eh bien, dans son discours, la ministre n'a pas manqué de souligner l'importance de la transcription et la digitalisation des riches productions culturelles toujours figées dans l'oralité, a-t-elle dit, en vue de promouvoir l'industrie éditoriale, de valoriser les richesses et diversifier culturellement de notre pays. J'ai voulu, avant même qu'il y ait le lancement, vous rencontrer, donc rencontrer les présidents, les premiers, en fait les hommes que représentent officiellement ces associations, soit le président, le secrétaire général, pour vous dire que nous n'allons pas réussir ce mois de travail sans vous. D'ailleurs, c'est la 3e édition du mois national de l'artiste et des langues maternelles. Avant, on avait décembre l'artiste, février les langues maternelles. On se dit, finalement, ceux qui portent nos langues maternelles, qui le mettent en avant, ce sont nos artistes. Et surtout nos artistes de ce qu'on appelle les arts de scène, que ce soit la chanson, que ce soit la comédie, que ce soit le théâtre. C'est ceux-là même qui font la promotion de langue. C'est ceux-là même qui créent dans les langues maternelles. Donc on n'a pas des chanteurs très développés dans les langues officielles, en français ou par exemple en arabe. On a là où il y a notre richesse culturelle et surtout des développements de nos langues maternelles, ce sont les artistes. Et souvent, je leur dis, vous êtes des auteurs. Vous êtes des compositeurs-auteurs et vous êtes ceux qui travaillent dans nos langues maternelles. Alors que nous, on travaille souvent en français ou on travaille en arabe. Et donc, c'est important que vous soyez avec nous pour travailler là-dessus. Et donc, on se dit, puisque c'est eux qui portent les langues maternelles et que la culture sans la langue maternelle, c'est qui va véhiculer la culture, ce sont nos langues maternelles. Après, on travaille en français avec traduction, on analyse. Mais donc, on a voulu associer ces deux éléments pour faire beaucoup plus fort et pour se faire entendre beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on a dit, au lieu de prendre un jour par ici, un jour par là, on va dédier tout un mois à l'artiste et langue maternelle du 21 janvier au 21 février. Et au cours de ce mois, faire plein d'activités, pas seulement des activités de promotion et de valorisation, mais des activités de réflexion. Puisqu'on aura le programme Iceberg, qui est un très grand programme. Et Djibouti a été sélectionné parmi d'autres pays pour faire ce travail-là. C'est un travail qui va nous aider à asseoir toute la problématique du statut de l'artiste. Nous aurons des experts internationaux, nous aurons des experts nationaux, donc ça va être appuyé par l'UNESCO. C'est un programme auquel on veut vraiment que vous soyez associés. Donc, la politique est déjà faite, la politique nationale de la culture est déjà faite. Maintenant, on va prendre point par point pour pouvoir vraiment travailler dans le sens de la professionnalisation des artistes. L'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti a signé un mémorandum d'entente avec la fondation Konrad Adenauer. Cette collaboration prometteuse vise à renforcer les compétences des cadres et diplomates de Djibouti dans le domaine des relations internationales. L'accord prévoit l'organisation de séminaires et de formations offrant une opportunité précieuse pour le développement professionnel des acteurs diplomatiques du pays. Et cette collaboration entre l'Institut des études diplomatiques et la Fondation Konrad ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement des compétences diplomatiques à Djibouti. Elle marque un pas significatif vers une diplomatie plus solide et contribuera positivement à la paix et à la sécurité dans la région. Un aspect notable de ce partenariat est la volonté de créer des programmes de formation au niveau régional, mettant l'accent sur la paix et la sécurité dans la région. Cette approche stratégique démontre l'engagement de Djibouti à jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité et de la coopération au sein de la communauté régionale. La signature de la convention a eu lieu en présence de M. Mohamed Abdelkader, directeur général de l'Institut des études diplomatiques, du Dr Gérard, secrétaire général
adjoint de la fondation Konrad Adenauer, accompagné de ses collègues, à savoir M. Yassine Dehal, ambassadeur de Djibouti à Berlin, et de l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Dr. Heike Fuller. Direction le Sud, où le Conseil régional d'Ali Sabieh a procédé à lundi dernier à l'inauguration d'une série d'infrastructures à caractère commercial et sportif au chef-lieu de la région, la ville d'Aska, après les inaugurations effectuées de la sous-préfecture, à savoir celui d'Ali Adé. Le jour précédent, c'est fait au tour de mettre en fonction celle édifiée, cette fois-ci d'Ali Sabieh ville, chef-lieu de la région éponyme. Au premier heure de cette journée, une forte délégation, conduite conjointement par le représentant du préfet, le préfet adjoint Omar Idriss Sougué et le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alaleh, est composée du directeur administratif et financier et des représentants du chef département ministériel délégué chargé de la décentralisation, M. Mohamed Sougué, des députés Abdi Khair Bouh, de Mahabbe Ouaïs, Hassan Hussein Absiye et de Filsan Abdillah Miguel, représentants des habitants de la région dans l'hémicycle national, la chef de la coopération et la représentante de l'Union européenne, la première conseillère de l'ambassade de France à Djibouti, des chefs des corps en uniforme des forces armées nationales, de la gendarmerie nationale, de la police basée dans la région d'Ali Sabieh, des élus locaux et d'autres personnalités anonymes. L'étape première des 5 réalisations à caractère commercial et sportif à inaugurer fut le mini-marché du quartier populaire de Château d'Eau, une structure commerciale qui fait office de boucherie et des stands de vente des légumes et des fruits ainsi que des articles de toutes sortes. Arrivés sur place, les membres de cette délégation ont été accueillis chaleureusement au cri des bienvenus des bouchers et des femmes exerçant leur activité lucrative en son sein. Ces petits centres de commerce vont désengorger l'unique marché 6 au centre de la ville concernant les aires de jeu construites. Le conseil régional a privilégié l'épanouissement de la jeunesse à travers des activités sportives et des loisirs. Une manière de combattre le fléau de la consommation des drogues de toutes sortes. À l'issue de la mise en fonction de ces structures urbaines, les usagers à ce jour ont exprimé leur reconnaissance à l'égard du conseil régional et du bailleur de fonds impliqués. Dans leurs discours respectifs, le président du conseil régional d'Ali Sabieh et le deuxième préfet de la région d'Ali Sabieh ont indiqué que ces petits commerces vont générer des recettes financières pour le conseil régional d'Ali Sabieh qui va prélever une redevance pour chaque comptoir utilisé par les marchands et vont désengorger, a-t-il dit, l'unique marché 6 au centre de la ville d'Ali Sabieh. Avant toute chose, au nom du conseil régional et à mon nom personnel, je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les invités venus de tous horizons divers pour participer et honorer de leur présence la cérémonie d'inauguration des équipements socio-communautaires bénéfiques pour la population. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour son vif intérêt et son dévouement envers la décentralisation et l'émergence des collectivités locales au service des bien-être de la population djiboutienne. Aujourd'hui, nous inaugurons des équipements urbains destinés à améliorer la vie quotidienne et le bien-être des concitoyens d'Ali Sabieh. Ces équipements comprennent notamment 2 marchés couverts, une pépinière, 3 terrains multisports. Il m'est impossible de nommer tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces équipements. Mais je tiens à rendre hommage en particulier et à son Excellence, Monsieur le ministre de la Décentralisation, Qassim Haroun Ali, dont l'engagement déterminé a été une source d'inspiration. Sa vision éclairée et son soutien inébranlable ont grandement contribué au succès de cette initiative. Et nous le remercions de notre profonde gratitude. Au préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdoumalik Mohamed Boneta, pour son suivi quotidien, ainsi qu'à toutes les entreprises et les employés qui ont y contribué aux travaux. Je me réjouis de vous souhaiter bienvenue dans la région à ce jour afin de prendre part à cette cérémonie riche en événements et historique. Cette journée confirme des fruits, un transfert de compétences à travers des réalisations prioritaires des élus locaux. Je vous souhaite de bons succès et je vous remercie. Écoutons à présent le directeur administratif et financier, représentant du chef département ministériel délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Sougué.
Au nom du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence Rassim Haroun Ali, j'ai le plaisir de prendre part à cette cérémonie d'inauguration de plusieurs projets de développement socio-économique dans la ville d'Ali Sabié. Un marché est le lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, mais c'est aussi un lieu stratégique qui peut remplir d'autres fonctions urbaines. Le Conseil régional d'Ali Sabié, pionnier en la matière, il a compris l'importance de développer le commerce interne en investissant dans les infrastructures commerciales comme les marchés et les abattoirs. La région d'Ali Sabié est celle qui concentre le plus d'infrastructures, de marchés et d'abattoirs comparé aux autres régions de notre pays. Ce nouveau marché va aussi générer des recettes financières pour le Conseil régional d'Ali Sabié qui va prélever une redevance pour chaque comptoir utilisé par les marchands de fruits et légumes et les marchands de viande et de poissons. L'autonomie financière des conseils régionaux et la création d'emplois sont des objectifs prioritaires inscrits dans la politique assignée au gouvernement par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La région d'Ali Sabié a aussi investi dans la construction d'infrastructures et d'équipements sportifs et loisirs. En plus de l'aire de jeu, la région a aménagé des terrains de football pour les jeunes et une salle de sport utilisable pour toutes les catégories de la population d'Ali Sabié. Direction le nord du pays où le comité de coordination du développement régional s'est réuni hier au conseil régional de Tadjoura dans le cadre de la deuxième mission de suivi du projet et participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Ces projets soutenus financièrement par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones visent à renforcer la participation active des organisations de la société civile locale dans le processus de développement régional. L'objectif principal de cette réunion de suivi était d'évaluer le niveau d'avancement des activités planifiées avec un engagement ferme envers le succès et l'efficacité des projets de développement local portés par l'association. Cette démarche s'inscrit dans la vision plus large de promouvoir le développement durable, économique et social de la région de Tadjoura. Les deux projets phares de la région sont le projet d'appui aux jardins maraîchers et fourrage pour générer des revenus de 60 femmes de Khalaf, piloté par l'association Groupe des femmes solidaires pour la bienfaisance, et le projet de développement des activités rurales économiques résilientes est fondé sur la préservation des ressources naturelles porté par l'association pour la promotion de l'agro-silvo-pastoralisme et de la résilience inclusive. La réunion de suivi a bénéficié de la participation active des personnalités influentes, notamment le préfet de la région, Habib Djilani, le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, le secrétaire permanent de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, M. Ali Rufa Aden, l'assistant technique international et coordinateur du projet AIMF, Flavien Saz, ainsi que l'équipe locale du projet, gestion du projet plutôt, les responsables des services techniques déconcertés et les représentants des deux associations porteuses de projets qui ont également pris part à cette rencontre cruciale. Faits divers pour clore l'actualité nationale. Suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont intercepté samedi dernier un véhicule correspondant à un signalement. En effet, le dit véhicule était soupçonné de transporter des cigarettes de contrebande. À l'interception, des gendarmes ont opéré une fouille perquisition minutieuse qui a abouti à la découverte de 10 cartons de cigarettes de contrebande. La valeur marchande de cette contrebande est estimée à plus de 1,5 million de francs djibouti. L'auteur présumé de cette marchandise de contrebande a été interpellé et placé en garde à vue. À l'issue de l'enquête diligentée, il sera déféré devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Encore une fois, la gendarmerie nationale s'engage à œuvrer contre la contrebande illicite qui porte atteinte à l'économie nationale. Dans l'actualité internationale continentale, 3 buts marqués après la 85 minutes et un supplémentaire refusé. Le final du groupe entre le Cameroun et la Gambie a accouché d'un scénario fou. Cependant, à la fin du match, ce sont bien les Camerounais vainqueurs, 3-2, qui se qualifient pour le 8e de finale, arrachant même
à la Guinée la deuxième place. C'est grâce au nombre de buts inscrits, les Lions indomptables affronteront le Nigeria en huitième de finale. Le verdict final est au stade Charles Konan Banidi Yamoussoukro. On reste toujours en Côte d'Ivoire où, après une première escale au Cap-Vert, le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Côte d'Ivoire lundi où il a assisté à la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Anthony Blinken a ensuite été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'entretien entre le chef de la diplomatie américaine et le chef de l'État ivoirien a pris environ 1 heure et a permis de faire le point sur les réalisations bilatérales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Lors de la conférence de presse, Anthony Blinken a félicité la Côte d'Ivoire pour son leadership dans la lutte contre le terrorisme et la violence et annoncé un financement de 45 millions de dollars pour la sécurité du pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président ivoirien a quant à lui évoqué une convergence de vues concernant la sous-région. Nous sommes d'accord pour que certains pays aillent vers la démocratie. Et en Proche-Orient, je vous le disais, des combats acharnés opposent hier l'armée israélienne à la résistance du Hamas à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. L'enclave palestinienne est menacée d'une famine imminente. Selon l'ONU, l'aide humanitaire ayant du mal à être acheminée dans le territoire palestinien à cause des combats, les forces israéliennes ont annoncé avoir encerclé Khan Younes, principale ville du sud du territoire, où se cachent selon Israël les dirigeants locaux de la résistance du Hamas. Eh bien, comme je vous le disais, les 27 États de l'Union européenne sont unanimes sur la mode de règlement du conflit. Il ne peut y avoir d'autre solution au conflit israélo-palestinien qu'une solution à 2 États. Avec l'édification aux côtés d'Israël, un État palestinien, les ministres des Affaires étrangères européens ont retiré cette vision de manière unanime, tandis que Benjamin Netanyahu, lui, le Premier ministre israélien, réaffirme son opposition à une souveraineté palestinienne. Alors que les 27 n'arrivent toujours pas à s'entendre pour demander d'une seule voix un cessez-le-feu immédiat à Gaza, toujours sous le feu de l'armée israélienne. Plus de 3 mois après, ils ont en fait montré une rare unité autour d'une solution encore bien lointaine, mais qui est défendue depuis 1980 par l'Europe. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.